Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors notre invité, Paul-Antoine Martin, ingénieur, ancien haut fonctionnaire, auteur du Temps des pervers aux éditions Max Milo. Bonjour. Bonjour Alexis. Un livre qui parle de ce mal très répandu, le burn-out, dont vous avez été victime. Un mécanisme que beaucoup trop de gens connaissent en fait. Quand on est coincé dans un management pervers, quand on ne peut pas sortir la tête de l'eau, tout est fait finalement pour vous faire craquer. Comment vous avez vécu, vous, votre burn-out? Vous l'expliquez un peu, c'est un livre romancé, mais basé sur votre expérience. À quel moment on se rend compte que ça ne va pas et qu'on est détruit de l'intérieur? Alors oui, le burn-out, c'est une maladie aujourd'hui qui est extrêmement répandue. C'est 500 000 cas par an à peu près. C'est une bascule. C'est très brutal. Donc, comme vous l'avez dit, il y a toute la phase préalable de harcèlement, de violence psychologique, d'enfermement dans des schémas psychologiques pervers. Et puis, un beau matin, vous avez la bascule qui vous fait plonger immédiatement dans le néant. C'est-à-dire que vous êtes détruit de l'intérieur, totalement détruit. Vous n'êtes plus capable de rien, plus capable de penser, plus capable d'avoir d'émotions, plus capable non plus de lever ne serait-ce qu'un doigt. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et vous restez dans cette situation-là pendant un certain temps. Plus c'est grave, plus vous y restez longtemps, et vous mettez extrêmement longtemps à en sortir. Donc c'est un burn-out. On entend beaucoup des gens dire, ou des médecins dire, voilà, il a fait un burn-out, il a été arrêté une semaine. Non, c'est pas ça un burn-out. Un burn-out, c'est des mois, voire des années d'arrêt, voire une incapacité totale de travail pour l'avenir. Et c'est mon cas. Voilà, dans mon cas, moi, je suis en incapacité totale de travail. Je ne peux plus retravailler parce que physiquement, je suis capable de très peu d'efforts et psychiquement, j'ai très peu d'énergie. Donc voilà, c'est un processus, le burn-out, qui c'est une calcination de l'intérieur qui fait que toute votre capacité à régénérer votre énergie vitale est cramée, brûlée. Donc, ça régénère un petit peu, à 5-10%. Mais vous n'avez plus les 100% comme vous aviez avant. 500 000 cas par an de burn-out, on est quand même sur un dossier qui devrait concerner la santé publique. Or, les pouvoirs publics font le dos rond et préfèrent ne pas parler du burn-out. C'est François Ruffin qui avait défendu d'en parler, d'en faire une loi à l'Assemblée nationale, qui a été rejetée. Et depuis, j'ai pas vu de débat sur cette épidémie, et ce qui est un vrai poids pour à la fois les finances de la sécurité et la santé, et puis pour la santé des Français. Alors, c'est un scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire, un de plus, qui passe sous les radars. Il passe sous les radars, comme vous le dites, très, très justement. Je suis en contact avec François Ruffin, justement. Parce que je sais qu'il défend vigoureusement et courageusement le sujet, mais ils sont très peu ceux qui ont ce courage. Et pourquoi c'est un scandale sanitaire qui passe sous les radars? Parce qu'aujourd'hui, la collectivité paye pour les burn-outers, pour les pervers, qui conduisent les gens au burn-out. C'est nous-mêmes, toute la collectivité, qui payons entre 15 milliards et 30 milliards d'euros par an pour prendre en charge les victimes de burn-out. Et ça, c'est des chiffres qui sortent d'où? C'est 15 milliards à 30 milliards de... c'est des chiffres de santé publique. Ouais. Ce sont des chiffres très solides. Et on peut même penser qu'il c'est bien au-delà. Pourquoi? Parce que le burn-out charrie ensuite avec lui, comme vous êtes tellement détruit, il charrie avec lui. Vous êtes arrivé dans un état de stress tellement intense que votre organisme, en même temps, se détruit de l'intérieur. Et le burn-out participe au fait de vous débrancher. Mais il y a une destruction qui s'est opérée en vous par le stress intense. Et donc, ça conduit aussi à des AVC, ça conduit... Moi, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent avoir connu quelqu'un qui a ensuite eu un AVC, ensuite eu un infarctus, ensuite eu de l'hypercholestérolémie, enfin, tout un tas de maladies que les médecins ne lient pas directement au burn-out, donc qui ne pèsent pas sur le chiffre que j'ai donné. Déjà énorme, Et donc 15 à 30 milliards d'euros, c'est probablement beaucoup plus. Et pourquoi ça reste aujourd'hui sur le dos de la collectivité? Parce que le patronat refuse d'entendre parler de la question du burn-out,
Parce que si ces 15 à 30 milliards d'euros étaient ensuite portés en responsabilité des entreprises, ça serait une catastrophe effectivement pour les entreprises. Mais donc tout ça fait que on est dans une sorte de non-dit qui empêche toute responsabilisation par rapport aux violences au travail. La pénalisation des burn-outers n'existe pas. Et donc finalement, il n'y a aucune sanction. Ouais. Et ceux qui sont sanctionnés, c'est nous-mêmes, la collectivité. Parce qu'au-delà des frais de santé que vous évoquez, il y a les frais de justice. Vous êtes en procès oui. Pour ces cas d'harcèlement. Vous avez raison, parce qu'il y a le premier niveau de harcèlement très violent que vous vivez au travail. Puis ensuite, donc, vous vivez ce burn-out qui est une destruction intérieure et de votre vie. Parce que, et beaucoup peuvent finir suicidés. C'est aussi une méthode pour suicider, vous voyez, ceux que l'on ne veut plus voir. Il y a une avocate suisse qui aide les victimes de burn-out comme ce que j'ai vécu moi et que je décris dans mon livre, qui est ce qu'on appelle un mobbing, qui est la catégorie la plus ultime de harcèlement. Elle explique que 2/3 des victimes se suicident. C'est énorme. Tellement c'est ultra violent. Mais c'est quoi ce mobbing, ce mobbing, c'est en fait une volonté délibérée, actée de plusieurs individus dans une entreprise, dans une université, dans un groupe, d'éliminer un autre individu qui devient leur cible. Et ils peuvent le faire en toute impunité parce qu'à un moment donné, ils ont l'aval de la hiérarchie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... des politiques en fait de ressources humaines, enfin entre guillemets. Ça peut être une politique de ressources humaines. Comme on a vu chez Orange. Alors chez France Télécom à l'époque, effectivement, Orange, c'était organisé. Il y a eu un harcèlement institutionnalisé. Là, c'est chirurgical, on va dire. Il y a un individu. Alors c'est souvent des cadres ou des cadres sup que l'on va éliminer comme ça parce qu'ils coûtent cher à licencier. Ouais. Donc on organise en fait une destruction et si la personne se suicide, c'est parfait puisqu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'indemnité, etc., etc. Alors vous avez raison, la question des frais de justice, c'est aussi un énorme sujet parce que en fait, donc ce que je disais, vous vivez un premier harcèlement qui est très violent. Et puis ensuite, quand vous essayez de redresser la tête pour essayer de dire « mais attendez, moi je suis dans une situation déplorable, j'ai tout perdu, vous m'avez tout fait perdre, je demande réparation », là on vous en remet une deuxième, une troisième, une énième couche, et c'est extrêmement violent. On essaie de vous épuiser par des procédures en justice, et on vous épuise aussi financièrement pour qu'à un moment donné, vous ne vous battiez plus. Vous abandonniez. Et donc, par exemple, moi j'ai 2 instances en parallèle. Il y en a une qui est aujourd'hui en cassation, parce que mon employeur a... comme ce sont des hauts fonctionnaires, alors je suis pas un ancien haut fonctionnaire, mais je parle des hauts fonctionnaires, effectivement, parce que mon supérieur était haut fonctionnaire d'un très grand corps d'État. Donc il jouissait bien sûr de l'irresponsabilité, de l'impunité que l'on connaît dans notre pays. Eh bien, comme ces individus-là ont des mandats de 5 ans, l'objectif, c'est de faire durer les procès beaucoup plus longtemps que 5 ans, de sorte à ce qu'il n'y ait plus aucun responsable à la fin et que les promos puissent être prises entre-temps. Donc, il y a tout un système qui est éminemment pervers, qui est aujourd'hui totalement autorisé, institutionnalisé, soutenu, parce que je suis plein au niveau du ministère des Transports, comme je l'explique dans mon livre, etc. Est-ce que c'était au ministère des Transports que vous travailliez, oui, ça dépendait du ministère des Transports. C'est dans un grand port maritime qui dépend des Transports. Ouais. Et vous n'avez aucun retour, hein. Le silence total, l'indifférence et même une amplification de calomnies, etc. pour essayer encore de vous éliminer et de vous faire abandonner. C'est quelque chose qui est aujourd'hui institutionnalisé dans notre pays. Il y a le scandale du burn-out qui est non reconnu comme maladie, ou alors qu'il faut... Pour le faire reconnaître en maladie professionnelle, il faut faire des démarches longues et aussi coûteuses. Bon, je les ai faites. Et j'ai obtenu gain de cause, mais il y a environ 1000 personnes en France qui obtiennent gain de cause pour faire reconnaître le burn-out en maladie professionnelle, versus les 500 000
dont je parlais au début. Mais c'est rien. Hein. Oui, c'est rien. Ouais. C'est rien. Tous les autres... Et ça demande déjà d'avoir repris une jauge d'énergie suffisante pour pouvoir répondre et combattre. Quand vous êtes complètement anéanti, comment on fait pour se défendre? Et qu'est-ce que deviennent les 499 000 autres? Ils tombent dans la précarité. Et après, on va essayer de les assassiner en leur retirant le RSA. Vous voyez, et puis après, il y a l'euthanasie aussi qui va permettre de dire vous êtes dans de telles souffrances psychologiques, pourquoi ne pas mettre fin à vos jours de manière légale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est une mécanique extrêmement violente et perverse. Oui. Ouais. Alors, à l'occasion de la fête des mères, comme d'habitude, vous savez, Sud Radio, on a l'habitude de vous faire gagner des cadeaux. Eh ben, cette semaine et toute la journée, dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la française. Alors, c'est une manière de célébrer et puis de faire en sorte que chaque bijou, chaque bracelet soit personnalisé avec la lettre de votre choix, la finition, la couleur de votre choix pour un bijou unique. Pour gagner, c'est simple, 0826 300 300. Et le 12e appel gagnera ce magnifique bracelet. Nous, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler du harcèlement et du burn-out avec notre invité Paul-Antoine Martin. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité Paul-Antoine Martin, ingénieur auteur du Temps des pervers aux éditions Max Milo, pour parler du burn-out, cette épidémie du siècle, mal qui vous a touché, où vous expliquez cette mécanique dans le livre de manière très détaillée. Et puis il y a un médecin aussi spécialiste du burn-out qui postface le livre et qui parle de ce malaise qui est quand même particulier en France. On va dire que le management toxique est plus répandu en France que dans d'autres pays de l'Union européenne. Oui. Pas de l'OCDE. Oui, complètement. Alors, vous faites bien de faire référence au postfacier du livre, qui est... c'est un grand honneur pour moi d'avoir le docteur Légeron comme postfacier. C'est un des grands spécialistes du burn-out en Europe, une référence européenne. D'une part, il valide toute la description du burn-out que j'ai faite et puis les causes essentielles que j'avance pour expliquer. Mais on va en parler, je pense, de cette perversité de la société que nous avons aujourd'hui. Mais ce qu'il explique, et ce qu'il montre lui aussi par des chiffres, c'est que effectivement en France, il y a un problème systémique du harcèlement au travail, de la violence au travail, et il avance des chiffres de 60%. Des Français se sentent en stress à cause de leur hiérarchie. Et quand on compare avec des pays nordiques, par exemple le Danemark, la Suède, la Norvège, les chiffres sont divisés par 10. Donc c'est énorme, donc on est très loin devant. On est très très loin devant. Ouais. Et ça explique aussi pourquoi le burn-out est tabou. Parce que le burn-out, c'est le symptôme de ce malaise psychosocial au travail. C'est vraiment la révélation que le travail est malade, que notre société est malade. Et donc, comme d'habitude, on met le symptôme sous le tapis. Ouais, on ne veut pas en parler, mais ça veut dire quoi? Qu'il y a une culture de la violence, du harcèlement en France, qu'on ne veut pas parler des sujets. Moi, je me rappelle d'Emmanuel Macron qui disait j'aime pas le terme de pénibilité au travail parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Donc déjà rien que ça, c'est un déni énorme sur les travaux qui sont pénibles, en l'occurrence, et les emplois difficiles. Mais pour ce qui est du management, là encore, surtout ne pas parler de l'éléphant dans la boutique de porcelaine, à savoir une culture de la toxicité. Alors, il y a une culture de la toxicité, je pense, qui remonte à assez loin dans la vie, en fait, des managers. Mon hypothèse est la suivante, c'est que alors, j'ai fait une grande école qui s'appelle Centrale Supélec, et donc pour ça, je suis passé par Mathsup, Mathsp, et donc une sélectivité qui est très 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 forte. Elle existe aussi en médecine, elle existe aussi dans d'autres secteurs. Et je pense qu'en France, on a une culture de la rivalité, de la concurrence, qui s'exacerbe dans ce mode de sélection, qui fait que finalement, on ne va pas sélectionner les empathiques, on ne va pas sélectionner les sensibles.
parce qu'on estime que probablement que dans la société, il faut être dur, il faut être violent, il faut être méchant. Ouais. Et donc c'est ça qu'on sélectionne. On sélectionne ceux qui sont ultra résistants au très grand stress. Ouais. Et finalement, on sélectionne par ce mode-là des individus qui sont comme des poissons dans l'eau, dans un univers extrêmement stressant, extrêmement violent, et qui peuvent reproduire ça comme étant finalement le modèle à suivre. Et ces individus-là qui font ces grandes écoles ou qui font qui vont très loin en médecine sont voués à être des grands managers par la suite. Donc il n'est pas étonnant que l'on retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on les retrouve dans des situations où ils appliquent des méthodes qui peuvent être violentes. Et qui n'a pas entendu au travail un autre dire aujourd'hui, c'est très courant, lui je vais le tuer, lui je vais le broyer, je vais lui balancer un scud. On est dans une rhétorique guerrière. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si nos gouvernants utilisent cette rhétorique guerrière et vont même plus loin, essayer de provoquer la guerre. On est vraiment dans cette psychologie perverse, totalement pervertie et défaillante aujourd'hui. Et parce que le choix du titre du livre, Le temps des pervers, c'est dire que la perversité est devenue une valeur positive en fait dans une société malade. Eh bien, moi je constate que nous sommes dans une société qui n'est plus capable de fournir du sens, qui est vide de sens, et finalement le seul endroit où on peut encore trouver du sens, ou en tout cas où on nous vend qu'on peut trouver du sens, c'est au travail. On nous explique que le travail épanouit, le travail fait progresser les gens, etc. Oui, c'est vrai que le travail peut apporter tout ça. Mais dans une société où il n'y a plus de sens, dans une société où les managers peuvent être sélectionnés par leur violence et leur inempathie, leur capacité à être froid vis-à-vis de décisions extrêmement brutales, parce que finalement c'est ça, aujourd'hui on est dans une société où les pervers vont avoir au travail beaucoup plus de facilité à être promus. Non, je ne dis pas qu'ils sont plus nombreux, je dis en tout cas qu'ils sont plus visibles parce qu'ils sont naturellement meilleurs dans une société extrêmement violente. Voilà. Et donc ils se retrouvent à des postes très en vue et à des postes de direction. Et le travail se retrouve effectivement un endroit qui est aux avant-postes de cette perversité qui a pris le pas dans notre société. Et donc, il essuie tous les coups de la perversité. Mais justement, enfin, on voit bien que on est passé de l'État-providence, l'État social, à maintenant un État qui va traquer les gens qui recherchent un emploi, donc qui sont en situation de fragilité, les gens au RSA, là encore, des gens en situation de fragilité, sous prétexte qu'ils ne seraient pas foutus de travailler, que c'est des assistés. La rengaine de Laurent Wauquiez sur l'assistanat, par exemple, c'est aussi ce basculement de cette société vers là où on avait les moyens d'essayer de faire en sorte d'avoir des coussins d'amortissement quand les situations sont difficiles, d'enlever tout ça et de dire démerdez-vous maintenant, c'est chacun pour soi et mangez-vous les uns les autres. Oui, mangez-vous les uns les autres parce que c'est la vérité de la vie. Un pervers pense comme ça. La description du personnage que je fais, Ursi, dans mon livre, qui est, en fait, c'est un peu une suite du Clan des Seigneurs, le précédent. J'essaie de décrire ce qu'est intimement, effectivement, un pervers, comment il pense, comment il réagit, et c'est un livre aussi pour reconnaître ce genre d'individu au travail ou même dans la gouvernance du pays. Le pervers, il n'est pas courageux. C'est quelqu'un qui n'est jamais, qui est fondamentalement lâche. Donc il va toujours s'attaquer aux faibles, toujours s'attaquer aux précaires. Il va jamais s'attaquer aux forts. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On va, ce que vous disiez, on va traquer les gens au RSA, on va traquer les précaires, on va nous parler d'assistanat, de gens qui, sans avoir ces très maigres ressources, se suicideraient ou vivraient sous les ponts. Est-ce que c'est ça la société que l'on veut aujourd'hui ? Eh bien, non, le pervers est un individu qui ne construit jamais, est incapable d'innovation, il est incapable de vérité, il vit dans le mensonge, dans la manipulation, et
c'est un individu qui détruit et qui divise. Et au travail, le premier indice qui montre, un comportement pervers, c'est la volonté de division, la volonté d'atomisation d'un groupe. C'est ça qui fait le pervers. Et on a aujourd'hui ça dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de la fonction publique, ce qu'on appelle les petits chefs, les individus qui vont aussi prendre exemple sur ce qu'ils voient au-dessus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est un modèle de dire faut tout casser, ce que disait Emmanuel Macron. Il faut vraiment tout casser pour pouvoir reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut rien garder. On est dans la transgression. Ouais. Le pervers, il aime la transgression parce qu'il aime détruire. Le pervers, il cherche effectivement à détruire et à faire croire qu'il va reconstruire de façon magnifique. Que ce sera mieux après. Ça, c'est sa manipulation. C'est l'homme nouveau, c'est la société nouvelle. Mais c'est ce qu'on a connu avec les totalitarismes du XXe siècle. Ouais. Alors, les grands pervers finissent, les très grands pervers finissent des grands dirigeants totalitaires. On en a quelques-uns qui probablement sont capables aujourd'hui en France, mais vous en avez beaucoup qui, dans les entreprises et dans la fonction publique, se comportent comme ça, parce que aussi, ils ont ça en eux, et parce qu'il y a plus d'exemplarité quand on voit au niveau de la gouvernance que l'on se comporte comme ça, quand on voit l'impunité, l'irresponsabilité qui est aujourd'hui de mise et tous les jours nous le montre. Finalement, pourquoi se comporter de façon exemplaire ou morale? Ça ne rapporte pas, en tout cas. On va marquer une courte pause et continuer de parler de ce burn-out. D'ailleurs, si vous avez été vous-même victime, vous pouvez témoigner à notre antenne 0826 300 300 pour le standard de Sud Radio, ou si vous souhaitez poser des questions à notre invité. Et puis on va parler de ce principe de la perversité dans la société, au-delà et dans les sphères dirigeantes. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Paul-Antoine Martin, notre invité, pour parler du Temps des pervers, un livre sur le burn-out aux éditions Max Milo. Vous parlez des mécanismes de cette perversité, justement, qui pousse les gens au burn-out, en disant il y a quand même une méthode d'action qui est toujours la même, la destruction, la division, et puis la volonté de dire que c'est comme ça que ça se passe, avec le pouvoir qui permet aussi de corrompre d'une certaine façon et d'acheter le silence de ceux qui vont pouvoir se faire pervertir. Et c'est celui finalement qui va être le lanceur d'alerte ou le grain de sable, l'empêcheur de tourner en rond, qui va faire les frais des foudres du pervers, du manager toxique. Oui, les pervers fonctionnent toujours de la même façon. On croit des fois que ce sont des individus intelligents. Je pense qu'ils ne le sont pas. Leur force, elle est que les gens intègres, sincères, honnêtes, essaient de trouver des explications à leur façon d'être. Et comme ces gens-là, en fait, sont totalement différents dans leur façon de penser, on se fait en général toujours avoir. Et donc, on croit à ce moment-là que ces gens-là ont une intelligence supérieure et qu'ils ont tout prévu, finalement. Non, ils ont juste berné tous les gens qui sont sincères, honnêtes et intègres. Et ça se passe toujours de la même façon. Donc, le pervers va toujours manipuler, va toujours mentir, va toujours trafiquer le réel avec les mots. L'arbre, c'est tout ce que je raconte dans le livre. Je montre en fait toute cette forme romancée que j'ai utilisée, mais tout est vrai à l'intérieur. Comment, avec les mots, on reconstruit un réel qui est hors sol, et on essaie d'obliger en fait tout un groupe à rentrer dedans. Et celui qui ne rentre pas dedans, effectivement, il faut le détruire, parce qu'il est celui qui peut venir révéler la supercherie aux autres. Donc, à ce moment-là, le pervers déploie. Et justement, on parle de supercherie. Là, on est quand même dans un exemple au sommet de l'État. Quand on a le bilan d'Emmanuel Macron, qui est une faillite économique de la France, le FMI qui parle maintenant de décisions très difficiles, alors que le FMI applaudissait le programme du candidat Macron en 2017 en disant c'est génial, il a pris toutes nos recommandations. Aujourd'hui, on voit un responsable politique, le président de la République, qui se met en scène pour dire que c'est génial, tout ce qu'il a fait est formidable, les Français n'ont pas compris qu'il faudrait aller encore plus loin, mais qu'il ne peut pas parce qu'il n'a plus de majorité. Est-ce qu'on n'a pas affaire là à un grand pervers à la tête de l'État? Oui, c'est le prince, c'est le prince des pervers. Il n'est jamais responsable. Ils ne sont jamais responsables, jamais.
Ce sont des individus qui ne sont jamais responsables. Et d'ailleurs, très rarement, ils sont mis en face de leurs responsabilités. Parce que la société n'arrive pas à les comprendre suffisamment rapidement. Et c'est toujours la même histoire, en fait. Ouais. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est effectivement tout un narratif qui nous décrit un réel qui n'existe pas. Et ça, c'est la méthode du pervers, de ce que je vous expliquais un peu avant, c'est de nous faire croire que ce réel qui est raconté existe. Et ça crée une sidération dans l'esprit des individus honnêtes, intègres, etc., parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Et ils essaient de comprendre le hiatus qui existe entre le réel qu'on leur décrit, qui n'existe pas, et le réel que eux vivent. Et c'est dans cette sidération que le pervers avance aussi. Parce que ça permet de ne pas avoir d'opposition. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des mécanismes de protection vis-à-vis des managers toxiques, des façons à la fois... Parce que quand même, cette thématique du pervers narcissique, de la perversité, elle est quand même montée beaucoup ces derniers temps, qui est quand même une éducation, une pédagogie autour de ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui peuvent être partagés sur comment répondre à l'agression Alors, déjà, comment les reconnaître? Oui. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Ouais. C'est comment les reconnaître. Oui, on commence à savoir, sauf que moi j'ai l'expérience en fait dans l'environnement dans lequel j'étais. Peu ont reconnu vraiment dans le personnage d'Ursi vraiment les traits d'un pervers. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de voir que même après toutes ces actions, même après toutes ces paroles, ça continue de fonctionner. Eh bien, il faut reconnaître effectivement comment fonctionne un pervers. Et la difficulté, c'est de sortir des griffes du pervers. Parce que quand vous êtes dans une entreprise ou de la fonction publique, vous êtes finalement dans un endroit où vous êtes soumis à une hiérarchie. Et c'est le mode de fonctionnement du travail. Le travail, c'est une enclave dans la République. On n'a pas la liberté d'expression. Ouais. Voilà. Si on veut la liberté d'expression, il faut accepter de partir illico. Qui, aujourd'hui, est capable, dans la sinistrose économique que nous vivons, de dire « je pars de suite et je mets toute ma famille en risque ». Peu sont capables de le faire. Donc, on subit souvent en espérant ne pas être la cible du pervers. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que tout le monde se tait. Quand il y a un bouc émissaire, on va juste raser les murs. Et le bouc émissaire, c'est exactement le bon terme. C'est vraiment le terme exact. Le bouc émissaire permet de concentrer la perversité du pervers sur un individu afin que tous les autres s'en trouvent épargnés. Et donc, ça permet de gagner du temps. Et finalement, il vaut mieux qu'il y en ait un qui paye et les autres qui restent finalement tranquilles. Mais ça se reproduit toujours. Oui, après l'un, l'autre, et on peut avoir beaucoup de boucs émissaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes simples de protection vis-à-vis du management toxique? Après, il peut y avoir des dénonciations au niveau de l'inspection du travail, mais ce sont toujours des choses très délicates, parce que ça remonte aux oreilles du pervers, et là, il devient fou. Il devient fou, et on devient impéto la cible. Donc c'est très très difficile. Alors il peut y avoir des syndicats, mais les syndicats aussi souvent, alors on en trouve qui sont courageux, mais souvent certains jouent une certaine politique à l'intérieur de l'entreprise. Je raconte aussi dans mon livre comment Ursi a donc ce anti-héros qui est au centre du livre, comment il a construit un syndicat pour finalement, on appelle un syndicat jaune, pour finalement soutenir ses actions. Oui, ça c'est possible aussi avec le pouvoir de mettre en place. C'est-à-dire que le pervers, il corrompt, il divise, il corrompt. Et il y a un ancien haut fonctionnaire qui m'avait dit, mais tu sais, il suffit de connaître le prix, chacun a un prix. Et une fois qu'on sait le prix, après, on peut tout faire. Et c'est vrai avec les syndicats, c'est vrai avec tout le monde. Ouais, donc on a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui vont se taire par peur des représailles. Oui, et puis il y a tout l'imaginaire aussi de se dire je risque beaucoup en ne me taisant pas. Or, je pense effectivement que plus on est à parler, parce que le pervers est lâche, parce que le pervers finalement est faible et fragile,
plus on est à parler et à dire les choses et à dénoncer les choses, plus on arrivera effectivement à endiguer cette Oui, il faut faire l'union contre le pervers en l'occurrence. Alors on a un auditeur avec nous, Francis de Paris, qui souhaitait réagir. Bonjour Francis. Oui, bonjour. En effet, donc moi j'ai été dirigé par un gros pervers qui était polytechnicien et qui venait de France Télécom, et il est arrivé dans la grosse société audiovisuelle où je travaillais comme directeur. Et donc son travail, c'était de passer de 4000 personnes à 320 personnes. Ah oui, c'est beaucoup, oui. Voilà, donc moi je travaillais sur le Tour de France, Roland-Garros, les grosses variétés comme ingénieur du son. Et ce monsieur n'y connaissait rien dans l'audiovisuel. Avec nos réalisateurs, nos clients pour qui on travaillait, eh ben, il savait pas causer. Son travail, c'était de laminer tous les services de façon qu'on se marche dessus les uns sur les autres dans la réduction du personnel, dans la compression de la société. Ouais, c'est ce que... D'avoir affaire à un directeur technique qui venait d'un grand corps d'État, parce qu'auparavant, avant France Télécom, il était Air France aussi. Donc c'est des gens qui tournent. Oui, c'est ça aussi. Merci beaucoup, Francis. Paul-Antoine Martin, vous expliquez que ce sont des gens qui ont des mandats très courts, toujours donc dans la destruction. Alors l'idée, c'est de transformer, de réformer, de moderniser. Enfin, il y a des mots derrière la destruction, et qui ensuite vont faire la même chose toute leur vie, en fait, sur des mandats très courts pour, comme vient de le dire Francis, réduire la voilure, mettre des gens à la porte, broyer des gens qui travaillent et qui ont des compétences, et puis là aussi l'incompétence, c'est-à-dire des gens qui arrivent et dont ce n'est pas le métier, et qui vont devoir, parce que c'est le management, faire n'importe quoi sur un métier qu'ils ne connaissent pas. Ils sont très souvent totalement incompétents, mais ils ont une capacité avec le langage à vous inventer un réel qui permet, comment dire, de faire... Alors, ce cas-là est quand même, le cas de l'auditeur est quand même assez extraordinaire, mais tout à fait emblématique du pervers destructeur, mais de ces managers ultra toxiques, mais qui sont reconnus et sélectionnés pour ça. Voilà. Mais le pervers, effectivement, c'est exactement ce qu'a décrit l'auditeur, mais il a divisé, il a atomisé. Il faut que les gens se tapent dessus. Et c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire que c'est ça la méthode. Et c'est ce qu'on voit au niveau de la gouvernance française. C'est l'atomisation totale de la société, afin que tous les corps de métier, toutes les personnes, les voisins, tout le monde se tape les uns. On a vu les pompiers qui se battaient contre les policiers, c'est les taxis aujourd'hui qui sont dans la rue. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une profession qui n'a pas été en grève ou qui a été matraquée depuis 2017. Et c'est vraiment et c'est en atomisant complètement que vous restez au pouvoir. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors, le pervers crée aussi tout un écosystème pervers autour de lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas d'individus qui vont être intéressés de se mettre dans le sillage du pervers en appliquant ces méthodes. Alors, je raconte ça aussi, comment des individus qui, sans le pervers, peuvent être des gens très bien, mais qui tout d'un coup se révèlent... ultra manipulables, ou en tout cas ultra intéressés, corrompus, corruptibles, et qui finalement appliquent ces méthodes. Seul un pervers ne peut rien faire. Et c'est tout cet écosystème qui fait qu'il devient ultra puissant. Parce que ces gens-là sont finalement les bras armés, deviennent les bras armés du pervers central, quoi. Oui, il y a une équipe qui se forme autour par intérêt, c'est ce que vous dites. Par intérêt. Et d'autres, on a l'impression, alors là, vous voyez, Francis l'auditeur nous disait que c'était quelqu'un qui venait de la haute fonction publique. Est-ce que c'est un vivier particulier, l'ENA, la haute fonction publique, de ce type de managers toxiques qui sont incompétents, qui n'y connaissent rien et dont le métier est de détruire partout où ils passent? En tout cas, c'est un vivier qui jouit de privilèges ultra considérables qui n'existent nulle part ailleurs dans notre société, l'impunité et l'irresponsabilité. Ouais, ça c'est les seuls. C'est vrai que dans une boîte, quand on plombe la boîte comme le fait Emmanuel Macron sur le budget de l'État, généralement, l'actionnariat n'est pas content et le board vous vire. Mais là, c'est pas le cas. Et ça dure pas des années. Non, ça dure un mandat. Un mandat, et même dans des proportions bien plus courtes, bien plus faibles. Alors, c'est un univers où, effectivement,
on joue de l'impunité et de l'irresponsabilité. Quoi qu'on fasse, on ne risque rien. Au pire, on retarde d'1 ou 2 ans sa promo. C'est le seul risque que ces gens ont. Donc ça permet effectivement de rentrer aussi dans une toute-puissance. Et beaucoup, effectivement, se retrouvent pris par une certaine hubris qui fait que là, la perversité est totalement débridée. Oui, mais ça peut aussi provoquer leur chute. Ça peut provoquer leur chute, mais ça prend du temps. On va marquer une dernière pause et se retrouver dans un instant avec Paul-Antoine Martin pour continuer de parler de ce mal du siècle, le burn-out et le management toxique. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Paul-Antoine Martin, auteur du Temps des pervers aux éditions Max Milo, pour parler du burn-out. Vous parlez d'épidémie du siècle en ce qui concerne ce mal, où on pousse les gens à ne plus être eux-mêmes et parfois au suicide. C'est assez tragique. Et vous dites que c'est un sujet tabou, parce que si on commençait à ouvrir la boîte de Pandore, 500 000 cas de burn-out par an, on remettrait en cause toutes les règles du management moderne et aussi des cabinets de conseil qui sont souvent à la manœuvre dans la restructuration des services. Oui, si on ouvre la boîte de Pandore, parce que le burn-out, c'est le symptôme d'une civilisation, d'une société totalement malade. Si on ouvre la boîte de Pandore, si on essaie de comprendre ce qui se passe, effectivement, tout s'écroule, puisque tout est faux. Et toutes les sociétés nous parlent aujourd'hui d'agilité, de résilience, etc., etc. Déjà, souvent, ils ne comprennent pas les mots qu'ils emploient, mais on nous parle toujours d'un réel qui n'existe pas ou qui est le contraire de ce qu'il est. Et souvent, derrière tout ça, derrière ces mots valises que l'on emploie, il y a des cabinets de conseil dont le job, c'est de masquer, de faire durer, comme disait Hollande à un moment donné, ça durera bien le temps de mon mandat. C'est ça, faut tenir 5 ans. C'est tenir, en fait. Le but, c'est de tenir, de faire croire qu'on est bon pour avoir la promo et de partir en courant. Et de laisser la situation au suivant, qui lui fera pareil, etc. Donc il y a une prise en otage de la population dans un mensonge collectif d'une société qui est extrêmement malade, maltraitée, souffrante. Et on ne veut pas le reconnaître aujourd'hui, oui. On a avec nous un autre auditeur, Jean-Hugues de Valroc. Bonjour Jean-Hugues. Oui, bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien, très bien. Vous souhaitez réagir, on vous écoute. Oui, voilà, merci de me faire passer sur votre émission. J'ai donc subi un burn-out il y a maintenant, c'était en 2010-2011 au CEA de Cadarache, et j'ai bien subi effectivement une sorte d'esclavage, de torture psychologique pour vous maintenir en place et faire en sorte que vous ne parliez pas, quoi, finalement. Et tout ça, c'était aussi, conditionné par cette entrevue annuelle, vous savez, en fin d'année, pour savoir, comment ça va, etc. Et puis, on vous disait aussi que, il y avait des choses qui n'allaient pas, ce qui fait que vous ne pouviez pas demander des augmentations. Moi, mon travail ne me permettait pas de pouvoir vivre, et pourtant, j'étais responsable pour numériser toute la bibliothèque scientifique de Cadarache. Il y avait des documents top secrets qui passaient par nous, etc. Et je n'avais un salaire que de 980 €. Et je me souviens que à un moment donné, je n'avais même plus les moyens de me chauffer chez moi et même presque de me nourrir normalement. Et ma responsable m'avait dit un midi: Jean-Hugues, vous avez entendu, à la cantine 1, si vous faites une prise de sang, vous pouvez avoir un sandwich gratuit. Vous imaginez ? Ah ouais, c'est quand même assez terrible. Et donc il y a ça, il y a ces mots de Jean-Hugues sur l'esclavage. Devenir un esclave, c'est aussi une des mécaniques, c'est-à-dire non pas pousser vers la sortie, mais faire en sorte de voir jusqu'où on peut accepter l'inacceptable, c'est ça ? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, puisque l'ambiance perverse, effectivement, comme elle fonctionne dans le mensonge et la manipulation, on vous demande de rentrer dedans, de rentrer dans le mensonge. Et c'est ce qui conduit à ce que l'auditeur probablement dit comme esclavage. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on est aussi fragile parce qu'on a un emploi, on doit nourrir une famille, on a des enfants, donc on ne peut pas
partir du jour au lendemain, ou en tout cas sortir de l'emprise du pervers. Et donc le pervers, là, il a un moyen de jouissance, de faire durer, un peu comme le chat avec la souris. Quoi. Ça dure, ça dure, ça dure. À la fin, il va la tuer. Mais ça dure, et il prend plaisir à ça. Et le pervers, il prend aussi plaisir à faire mal à l'autre. Donc, le mettre dans l'esclavage, oui, ça c'est bon pour un pervers. Et ça permet de durer. Merci Jean-Hugues pour votre témoignage. On voit que les témoignages sont nombreux sur ces cas de burn-out. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne au niveau des pouvoirs publics pour qu'enfin on parle de ce sujet ? Alors, moi, il y a une chose qui me fait mal à chaque fois quand je fais des interventions devant des victimes de burn-out, c'est qu'elles me disent vous avez eu le courage et vous avez eu la force de le faire. Alors, à quel prix ? Parce que j'étais anéanti, mais j'ai eu la chance d'avoir une excellente médecin, un excellent psychiatre, d'excellents avocats. Donc, le premier des conseils que je vais donner en fait aux auditeurs, c'est quand ils sont atteints par ça, c'est il faut trouver effectivement un bon médecin et d'aller chercher la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle n'est pas automatique parce que le burn-out n'est pas dans le tableau en fait des maladies professionnelles, mais on peut aller chercher la reconnaissance. Et il faut le faire parce que quand on est victime d'un burn-out, on ne récupère pas le niveau d'énergie qu'on avait avant, et donc c'est mon cas. Ça définit la suite d'une vie. Jean-Hugues nous parlait d'un événement qui s'est passé en 2010-2011. C'est une fracture. Ensuite, on vit avec ça toute sa vie. Et on sait exactement le jour, le moment, quand ça s'est passé, parce que c'est tellement violent, tellement brutal, tellement une destruction de vie, que c'est effectivement une rupture. Et donc il faut aller chercher la réparation. Il faut aller la chercher, sinon on a 2 ans pour aller la chercher par la reconnaissance de la maladie professionnelle. Et qualifié comme quoi, puisque si burn-out n'existe pas... c'est ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement professionnel. Celui-là existe. Voilà, syndrome d'épuisement professionnel, c'est le nom, on va dire technique ou médical du burn-out, parce que le mot burn-out n'existe pas effectivement. Et puis, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le mot est tellement galvaudé aujourd'hui que le MEDEF ou l'ancien MEDEF, le patronat, se met derrière le fait que le mot ne veut plus rien dire, parce qu'on peut être arrêté pour burn-out pour une semaine, en disant mais non, le burn-out est mal caractérisé, donc on ne peut pas, nous, accepter de le prendre en maladie professionnelle. Donc il faut aller chercher la maladie professionnelle, il faut, et j'en parle dans mon livre, trouver des bons avocats, donc je donne 1 ou 2 noms, qui sont des gens très pointus, parce que c'est très pointu. C'est un sujet où il faut être très costaud dans le droit de la sécurité sociale et dans le droit du travail. Et il ne faut pas donner son dossier à n'importe qui. Et moi, les avocats que je donne dans mon livre, ils sont très peu chers et ils sont remarquablement compétents. Donc il faut aller les chercher. Donc ça, c'est du côté victime. Et du côté pouvoir public, il faut que les politiques... Ça, c'est un autre sujet. Le sujet. C'est pour ça que ce dossier doit devenir un dossier médiatique. Il faut médiatique. pénaliser les burn-outers. Il faut que les entreprises payent pour les dégâts qu'elles font. Sinon, on n'avancera pas. Au contraire, on reculera. Absolument. Merci beaucoup, Paul-Antoine Martin, d'avoir été notre invité pour parler du Temps des pervers aux éditions Max Milo et du burn-out. C'est Laurent du Tarn qui a gagné ce bracelet du vent à la française. Félicitations à lui. Et puis dans un instant, c'est Brigitte Lahaye qui va parler d'un sujet pas si loin finalement des forceurs, des pervers, la pénétration non préparée, quelles douleurs surviennent et comment les éviter. Voilà. Vous êtes sur Sud Radio et restez avec nous pour la suite de cette journée.